Rien ne dit que la vérité sur la mort du président Kabila sera connue un jour. À ses funérailles, beaucoup de Congolais pleuraient, mais d'autres discrètement se réjouissaient de la disparition d'un homme qui a toujours refusé de partager le pouvoir et qui n'a pas réussi à sauver l'unité de son pays. Mais tous se sont pris à espérer que son fils allait tenir enfin les promesses faites par son père un peu plus de 4 ans auparavant. Ces 4 dernières années ont été parmi les plus dramatiques que le Congo ait connues de toute son histoire. Les camps de réfugiés Hutus du Kivu, en 1996. 2 millions de personnes en avaient fait de véritables villes. En octobre de cette même année, le Rwanda les bombarde et 4 mois plus tard, les camps ne sont plus que cendres. La guerre de libération qui a entraîné la chute du président Mobutu trouve en grande partie son origine dans la menace que constituaient pour le Rwanda voisin les Interahamwe, ces milices hutus rwandaises, et les anciens soldats de l'armée régulière, appelés phares, qui d'ici attaquaient le Rwanda. Depuis 1994, les Interahamwe et les phares, auteurs du génocide qui a coûté la vie à 800 000 Tutsis, préparaient, fomentaient, avec la bénédiction du président Mobutu, la reconquête du Rwanda, qui est bien décidé à ne pas se laisser faire. Pour les en empêcher, en octobre 1996, le Rwanda et l'Ouganda ont mis en selle l'AFDL, l'Alliance pour la libération des forces démocratiques du Congo-Zaïre. Une rébellion anti-Mobutu qui fera de Goma sa première capitale. Dans la première zone libérée du pays, un espoir prudent s'installe du jour au lendemain. Un certain Kabila tient la vedette et donne à l'Alliance son image congolaise. Dans le palais de Mobutu, devant des journalistes venus d'un peu partout, Kabila est comme un poisson dans l'eau. Et déjà, il annonce la couleur. Il se voit bel et bien le président d'un Zaïre, délivré de Mobutu, et sera reconnu comme tel par la communauté internationale. Je viendrai en Belgique pour défendre notre position devant le peuple. Ça, c'est le scoop. Quand? À quelle date? Mais il faut qu'on me facilite les choses. Je vais discuter avec mes amis. Vous sollicitez une invitation, là? Kabila est depuis les années 60 un chef de maquis marxiste. Rare opposant à avoir toujours refusé les offres de Mobutu, quelles qu'en soient les séductions financières et politiques. À ses côtés, le commandant Massassou, un homme discret que personne n'interroge, mais qui est pourtant le chef d'état-major de l'Alliance. Un militaire au départ légal de Kabila. Déjà, un des 4 fondateurs vient d'être assassiné avec pourtant son accord. Massassou ne sait pas qu'il est voué au même sort. L'heure est au bonheur de l'avance militaire. Monsieur le Président, les forces de l'Alliance comprendront 4300 hommes de plus le 18 mars. Est-ce que vous pouvez nous dire actuellement combien d'hommes vous disposez en tout Nous avons encore un travail devant nous, je crois. Le nombre de soldats que nous avons n'intéresse que l'ennemi. Alors puis-je leur donner l'occasion de savoir combien nous avons? Dans le Kivu, Ansel Massassou est chargé de l'enrôlement des Katogo, petits soldats en Swahili. Et des milliers de gamins vont quitter l'école pour libérer Kinshasa.
Kabila en veut 100 000 pour faire oublier que ces vrais combattants sont les Rwandais, les Ougandais, les Angolais, qui sauront toujours éviter les caméras. Bizarrement, Kabila, réputé pour sa peur viscérale de l'attentat, fera une confiance absolue à quelques-uns de ses cadavres dont il ne se séparera jamais. En février 1997, rares sont ceux qui connaissent cet homme de 56 ans que Che Guevara avait rencontré dans son maquis 30 ans plus tôt. Aujourd'hui, un même objectif soude les Congolais, les Rwandais, les Ougandais, abattre Mobutu. Mais on se demande si le vrai pouvoir n'est pas aux mains de ces puissants étrangers qui ont permis à Kabila de mener la rébellion. J'aurais voulu que ces messieurs-là s'inquiètent du rôle de la France, de la Belgique et des mercenaires dans ce pays. Le Rwanda, le Burundi, je ne sais pas si vous avez cité le Burundi ou l'Ouganda. Mais pourquoi s'inquiéter d'eux? Ils n'ont pas fait le malheur de ce pays pendant 31 ans. Qui ont fait le malheur de ce pays? Ils ne peuvent pas ne pas être nos amis politiques parce que nous avions le même ennemi. Mais tout le malheur ici a été amené par des pays comme la France, la Belgique et les autres. Ce n'est pas par ces petits pays-là qui n'ont rien à vouloir ici, hein, qui ont été provoqués à partir d'ici par le régime de Mobutu. Ils ont été constamment déstabilisés en partant de ces territoires. À ce moment-là, les premiers massacres de réfugiés hutus rwandais commencent à l'Est. Ces massacres ne sont pas le fait des soldats de Kabila, mais otages des Rwandais et de leurs forces, Kabila laisse faire. Et cela ne lui sera jamais pardonné. Ici, il y a très de morts, donc les gens qui viennent chercher à manger, on les tue comme ça. Et puis, on ne comprend pas comment on les tue. Qui les tue? Les militaires rwandais, les Tutsis. Les Tutsis, ce sont les Tutsis de Kagame qui viennent. Parti de l'Est, la rébellion va prendre une ville après l'autre. Lubumbashi tombe le 9 avril. Laurent Désiré Kabila. Je demande au peuple d'applaudir son grand libérateur. Dans le stade de la capitale du Chaba, rebaptisé Katanga, la foule attend avec exubérance le discours de cet enfant du pays, un tribun qui sait comment la chauffer. Il va promettre des élections, la justice, la liberté, la fin de la corruption. La sécurité est stricte. Aux côtés de Kabila, de Kadogo, des Tutsis du Kivu et des membres de la diaspora anti-Mobutu venus des États-Unis et d'Europe. Déjà, son discours fait comprendre qu'il se méfie des autorités locales, fussent-elles respectables et respectées. C'est une des erreurs qu'il perdra. Il a mal débuté sa campagne, donc il fallait associer les gens du MPR qui ont bien travaillé dans le MPR. Prenons l'exemple du maire, le maire de la ville de Lubumbashi. Il a bien travaillé, ça on est d'accord pour tout le monde, donc il faut le garder. Parce que maintenant il nous amène des gens qu'on ne connaît même pas. Comment est-ce que nous allons les accepter? Parce que plus tard ça sera parfois une folie de grandeur. C'est ça mon idée maîtresse. Kabila ne perd pas de temps. Il faut financer la guerre. À peine arrivé à Lubumbashi, il signe un contrat d'1 milliard de dollars avec une firme canadienne, American Mineral Field, qui croit réaliser ce jour-là l'affaire du siècle. Elle s'engage à retaper la mine de cuivre de Kipushi. Mais Kabila, devenu président, reniera sa signature, sans état d'âme apparent. Le gouverneur fraîchement nommé de la province, cousin de Kabila, mais plus liégeois que katangais, profite de la solennité du moment pour donner une leçon de morale kabiliste. L'heure des corrompus, de tous ceux qui ont bousillé l'économie est révolue. Pendant que l'Alliance continue son avance vers la capitale zaïroise, les diplomates s'affairent pour éviter un Vinci. Après plusieurs tentatives avortées, Laurent Désiré Kabila va consentir à rencontrer le président Mobutu sur un bateau sud-africain au large de Pointe-Noire. Kabila se fera attendre longtemps.
très longtemps. Le vieux président est très malade, rongé par le cancer, les abandons et l'humiliation d'une défaite annoncée. Cinglé par l'affront que lui inflige Kabila, Mandela, hôte de l'entrevue, ne pardonne pas à un homme qui s'est fait ce jour-là un nouveau lot d'ennemis. Kabila en réalité gagne du temps, car chaque heure qui passe rapproche ses hommes de Kinshasa. Le 16 mai, la DSP de Mobutu s'en va. La ville tombe le 17 mai. Les soldats de Mobutu rendent leurs armes sans résistance. S'il nous dit de déposer des armes, nous allons déposer avec sincérité. Nous ne voulons pas de désordre, nous ne voulons pas de bain de sang ici à Kinshasa. La joie immense. On était des esclaves, maintenant nous sommes libérés. Les premiers arrivés dans Kinshasa ont été des Kadogo éberlués, qui ne comprenaient même pas la langue de la ville. Il y aura beaucoup moins de morts qu'on ne pouvait le craindre. Le jour de la libération, les Kinois espéraient voir leur président, mais il est toujours à Lubumbashi. Les constitutionnalistes ont préparé un discours qu'il lira à la télévision, et Kabila va sidérer tout le monde en changeant l'essentiel. Il décide que la FDL, entendez pour lui le Congo, n'a plus qu'un chef. Le président de l'AFDEL, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Kabila, en réalité, craint Kinshasa, sa nouvelle capitale. Regardez bien cette image. Tous les pions d'un futur échec et mat sont en place. À gauche, le ministre des Affaires étrangères et le numéro 2 de l'Alliance. Des alliés qui bientôt deviendront des ennemis. À droite, Rachidi Kassereke, un Kadogo, un jeune soldat, dont l'histoire du Congo retiendra le nom. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Quand le président autoproclamé prête serment quelques jours plus tard, le stade de Kinshasa est couvert. Les parrains sont là. Présidents de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi. Ceux à qui il doit la victoire. Ces hommes d'État incarnent le renouveau politique et moral de l'Afrique. Apôtres de la bonne gouvernance, ils annoncent une ère où elle se passera enfin de l'Occident. Tournera le dos à la corruption, à l'ethnisme, aux dictatures. On ne voit pas ce jour-là que déjà le discours de Kabila de Lubumbashi a suscité chez ses alliés des tensions, des interrogations. Les Kinois et leur président vont faire connaissance. Ils veulent croire au changement, et les premiers mois de Kabila vont leur donner raison, car la vie quotidienne va enfin changer. D'abord, et le soulagement est général dans les quartiers, dans le pays, la sécurité est enfin presque assurée. On commence à voir les transports publics, les impôts sont collectés, et vont dans les caisses de l'État qui, cependant, n'aura jamais de budget. Il n'a pas non plus de cadre institutionnel. Une grande réforme monétaire est entreprise. Les billets de Mobutu sont détruits et remplacés par un nouveau franc congolais. L'inflation est jugulée. Mais les points noirs sont préoccupants. Les partis politiques, les manifestations sont interdites. Le nouveau président, comme son prédécesseur, va se mettre à dos les associations congolaises de défense des droits de l'homme. Les massacres de réfugiés Hutus le privent de toute aide internationale digne de ce nom. Parce qu'il a rencontré l'Américain Jesse Jackson, un envoyé spécial du président Clinton, le chef du grand parti d'opposition, l'UDPS, Étienne Tshisekedi, est relégué dans son village natal, en juin de s'y reconvertir à l'agriculture.
La ministre de l'Intérieur ne comprend pas pourquoi cette relégation bouleverse tellement les Congolais et l'opinion internationale. Je pense qu'on lui a même prêté un motoculteur avec des choses, des semences. Il n'y a pas de martyrs. À Lubumbashi, en mai 98, une cour martiale juge des opposants. Dans l'opinion publique congolaise, certains se disent que Kabila a peut-être raison de donner la priorité à la reconstruction avant de libérer la parole politique. Mais il trouve qu'il va trop loin quand la cour militaire commence à juger des civils. Elle sera responsable de la mort de centaines de personnes. Les accusés ce jour-là sont Zaidine Goma, fonctionnaire international, opposant à Mobutu déjà, qui peu après dirigera la rébellion. Joseph Olenga-Koy, de plus en plus populaire à Kinshasa, et Ansel Massassou, cofondateur de l'Alliance, accusé de trahison, affaibli par les mauvais traitements. Condamné, gracié, Massassou sera arrêté à nouveau et exécuté en novembre 2000, au désespoir de ses amis Kadougou. Condamnés ou libérés, ces hommes ne pardonneront pas à Kabila, qui voit le nombre de ses ennemis ne cesser d'augmenter. Le 17 mai 98, premier anniversaire de la libération de Kinshasa, le stade est vide et les parrains rwandais, ougandais ne sont pas venus. Ils accusent celui qu'ils ont fait roi de ne pas renvoyer l'ascenseur et d'accaparer le pouvoir. Kabila va échapper de peu à 3 tentatives d'assassinat, dont l'une au moins d'inspiration rwandaise. Le 28 juillet, ils renvoient chez eux les militaires rwandais. Le 2 août, une rébellion éclate, venue du Kivu. Immédiatement, des soldats zimbabwéens et très bientôt angolais et namibiens se portent au secours de Kabila. Pris de panique, des responsables congolais appellent les citoyens à la haine raciale. Pour nous, ce sont des déchets, et c'est même des microbes qu'il faut qu'on éradique avec méthode, avec résolution, et le temps que vous voulez que je chiffre dépend de la résistance des microbes. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes décidés à utiliser la médication la plus efficace. En prenant le barrage d'Inga, en coupant l'électricité et l'eau, les rebelles vont se faire haïr à Kinshasa. Et les discours enflammés à la Yerodia désignent les Tutsis, réels ou supposés. Des centaines d'entre eux perdront la vie, subiront le supplice du collier, seront lynchés, massacrés. Les leaders de cette deuxième rébellion en 2 ans à peine vont s'installer comme Kabila un peu plus tôt, à Goma dans le Kivu. Mais cette fois, la population craint ces nouveaux libérateurs. Elle suspecte les Rwandais de vouloir annexer le Kivu. Ici aussi, la haine des Tutsis gagne du terrain. Et pourquoi cette alliance hétéroclite d'anciens mobutistes, de marxistes, de kabylistes écœurés d'avoir fait trop de séjours en prison, de Tutsis congolais? Les Congolais ont bien compris que la guerre serait longue et douloureuse et son issue incertaine. Nous, les peuples, nous nous sacrifions afin que notre pays soit démocratisé. Et nous sommes chaque fois dessus par ces politiciens qui sont chaque fois matérialistes. C'est pourquoi nous ne sommes pas contents des politiciens qui vont se limiter tout simplement sur le parler. Nous attendons les actes, mais les actes ne viennent pas. C'est bien de me libérer, mais combien de fois on sera libéré? Et par quoi? Avec la guerre, sans papier. Il fallait se comprendre, se mettre à table, se négocier si c'est possible, céder la place. C'est normal qu'un homme peut aussi échouer. Il peut travailler et échouer. Après, s'il comprend qu'il échoue, on peut prendre aussi la place à celui qui est capable. La situation s'est compliquée encore quelques mois plus tard.
quand une deuxième rébellion éclate dans la province de l'Équateur, la province de Mobutu. Son leader, lui aussi, aide la région et la population le soutient. Sans l'aide de l'Ouganda qui entraîne et arme ses soldats, le mouvement pour la libération du Congo n'aurait sûrement pas réussi à conquérir un territoire grand comme une fois et demie la France. L'Ouganda justifie sa présence au Congo par le besoin de neutraliser le rebelle ougandais qui, du Congo, tente de renverser le président Museveni. Jean-Pierre Bemba, diplômé de l'ICHEC et fils d'un ministre de Kabila, aujourd'hui limogé, jure que son but principal est d'instaurer la démocratie. Je pense qu'aucun partenaire aussi bien économique que financier ne pourra redonner les moyens, ne pourra regagner confiance si on n'arrive pas à remettre en place des institutions stables dans le pays et si on n'arrive pas à organiser à tous les niveaux des élections. La population aujourd'hui, le peuple, aspire à choisir ses dirigeants. Les 8/10 des ressources du gouvernement congolais sont ainsi mobilisées par l'effort de guerre. Il a grand besoin du diamant. Mais sous prétexte de sécuriter leurs frontières, les Rwandais et les Ougandais se sont lancés dans un pillage à grande échelle des richesses du Congo. Diamants du Kasaï, or de Kilomoto, matières premières, métaux rares, font la fortune des armées présentes au Congo. Ennemis, mais aussi amis. Butin de guerre pour des soldats qui s'attaquent à des régions d'où personne ne les menace. En matière de diamants, la Belgique elle-même a été accusée de ne pas contrôler d'assez près ses importations et a promis d'y remédier. Quand pour la première fois Laurent Désiré Kabila vient officiellement en Belgique en novembre 1998, il sera en retard à tous ses rendez-vous, sauf chez le roi. Les relations belgo-congolaises vont faire un grand pas de plus, en arrière. Un grand jour pour les relations belgo-congolaises. Et pour vous-même? Pour moi, si j'ai contribué à quelque chose, ce serait bien, dans le cadre de ces relations. Lui qui au Congo ne tolère aucune manifestation, verra tout le long de son itinéraire belge des Congolais lui faire savoir ce qu'ils pensent de lui. La Belgique officielle sera à peine diplomate, alors que la France, le lendemain, rendra au président Kabila les honneurs qu'elle réservait naguère au président Mobutu. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Je voudrais tout d'abord vous poser une question. À l'heure qu'il est, comment qualifiez-vous l'accueil de la Belgique que vous avez reçu jusqu'ici? Vous le qualifiez de froid, de tiède ou de chaleureux? De tiède. Pas de tapis rouge en effet pour un président venu chercher en Europe un soutien face aux agresseurs qui occupent les 2/3 du territoire congolais. La Belgique est face à un dilemme. Aider financièrement un régime dictatorial revient à l'encourager dans ses violations des droits de l'homme. Ne pas le faire pénalise tout un pays, incapable de fonctionner sans aide extérieure. Dans tous les cas, ce sont les Congolais qui souffrent. Le gouvernement choisira de ne pas aider. À ce moment, les pressions sont fortes sur les protagonistes de la première guerre continentale africaine pour qu'ils cessent les combats. À Lusaka, en Zambie, en juillet 1999, les belligérants signent des accords de paix. Mais les sourires cachent beaucoup de mauvaise foi. Les accords prévoient un dialogue intercongolais, le retrait des forces, l'arrivée d'observateurs de l'ONU. Aux côtés de Kabila, tous les acteurs de la guerre sont présents. I'm happy. Not because of the document, but by nature I'm a happy man. Et les accords de Lusaka vont rester lettres mortes. Et le Congo va poursuivre sa descente aux enfers. Les épidémies se propagent à cause des déplacements de population et du manque de médicaments. La famine fait son apparition dans plusieurs régions.
Les efforts de redressement fournis par le gouvernement sont balayés par la guerre. L'incompétence, les maladresses, la corruption, revenus au galop, font le reste. Fin 99, un décret du président interdit l'utilisation des devises étrangères. Payés en dollars mène à la prison. Les bureaux de change sont fermés. Seul le taux de change officiel est autorisé. L'effet est désastreux. Nouvelle leçon de morale nationaliste de Gaëtan Kakuji. Dites-moi, quand vous allez à Bruxelles, vous allez faire vos courses avec des dollars ou avec des francs belges? Vous faites avec des francs belges. Faire des courses avec des dollars, c'est Washington, pas ici. Vous devez comprendre. Mais vous devez recouvrir votre dignité. Oui, c'est ça. Alors, non. Alors quoi? Le temps, quand on fait la guerre, on doit se défendre. Il faut aller dire à ceux qui nous font la guerre, et la guerre économique, de cesser leurs pratiques. Voilà. La guerre, en effet, semble alors ne jamais devoir finir. Le 26 décembre 2000, la ville katangaise de Pweto tombe aux mains de la rébellion. Les soldats congolais et zimbabwéens fuient vers la Zambie toute proche, y abandonnant armes et munitions. Des millions de dollars seront perdus pour Kabila. Le Rwanda n'est pas prêt d'arrêter la guerre tant que les génocidaires rwandais qui accompagnent l'armée congolaise ne seront pas arrêtés et désarmés. Or, 4000 d'entre eux, après la bataille, se sont réfugiés en Zambie. Rendu furieux par cette humiliante déroute, cette cinglante défaite, le président Kabila fera exécuter et tuer des dizaines d'officiers, des Kadogo, des hommes de l'Est. Ce sera sans doute l'une des causes de son assassinat. Peuple congolais, mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo est en deuil. Rachidi Gasereke était le garde du corps du président. Selon les autorités congolaises, c'est lui son assassin. Rachidi n'avait jamais quitté le président qu'il appelait, lui et les autres Kadogo de son entourage, ses enfants. Revoici cette image du 20 mai 97. Le 16 janvier dernier, 2 conjurés, dont Rachidi, pénètrent dans le palais de marbre et tirent sur le président. Rachidi sera tué séance tenante par l'aide de camp de Kabila. 35 autres Kadogo, aujourd'hui en fuite, étaient postés à l'extérieur. Le président ne se méfiait pas. Il ne soupçonnait pas que ceux-ci, petit à petit, s'étaient mis à le haïr, au point d'accepter de devenir des kamikazes. Mais les premiers éléments de l'enquête donnent à penser qu'ils ont été encouragés, aidés par d'autres comploteurs. La mort de Kabila arrange beaucoup de monde, et pas seulement ses ennemis. Lors de ces funérailles, on a même entendu porter des accusations contre la Belgique, coupable surtout, selon les Congolais, de les abandonner. Et depuis que nous sommes agressés par l'extérieur, jamais la Belgique nous a soutenus. La Belgique n'a fait aucune déclaration. Pourtant, nous sommes une colonie belge. La Belgique aurait pu prendre les défenses pour défendre les intérêts du peuple congolais. Mais nous sommes très surpris. La Belgique s'arrange encore derrière l'extérieur pour nous agresser. C'est pas possible. Vous voyez, or, celui qui a le devoir, il a le devoir et le droit de nous protéger. Les présidents du Zimbabwe, de Namibie, d'Angola, du Soudan, de Zambie sont venus rendre un dernier hommage à leur allié assassiné. Le seul diplomate occidental de haut niveau à s'être déplacé était Louis Michel, le ministre belge des Affaires étrangères. Les Congolais en ont été reconnaissants. Le Congo n'a toujours pas de constitution et rien n'était prévu en matière de succession.
Nous ne pouvons que regretter la mort de notre président. Seulement, ce que nous voulons, maintenant, après sa mort, on ne peut pas s'éterniser à regretter, mais nous voulons maintenant qu'il y ait la paix, la réconciliation de tous les Congolais, que tous les Congolais se mettent sur la même table pour trouver de voies et moyens pour que ce pays puisse sortir de cette impasse. Pour sa prestation de serment devant la Cour suprême, le général Joseph Kabila a renoncé à l'uniforme et au costume safari de son père. Il se déclare président de transition, avec l'autorité d'un homme qui aimerait, l'assistance le sent bien, rester en place longtemps. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. Dans son premier discours, fruit d'une longue préparation collective, le jeune président parlera d'ouverture, d'élection, de dialogue, comme son père 4 ans plus tôt. Mais il parlera d'abord de la paix. À peine entré en fonction, Joseph Kabila ne perd pas une minute. Washington, New York, Paris, Bruxelles, où le tapis rouge refusé à son père sera déroulé. Le roi le reçoit presque avec affection, on dirait même soulagement. Le jeune Kabila commence à se détendre et même à sourire. On voit qu'il se sent à sa place. C'est quoi ça? Ceux qu'il rencontre se disent impressionnés. Après ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, il va répondre pour la première fois à la presse belge. Il prendra 2 questions, pas une de plus, dont celle-ci, capitale. Va-t-il permettre au parti politique congolais interdit par son père de se remettre à fonctionner librement? C'est parmi les points qu'on va discuter au dialogue intercongolais. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, personne n'a de véritable légitimité au Congo. Il se fait que les circonstances ont mis en place un jeune président qui a autour de lui un certain nombre de ministres, qui affirme vouloir l'ouverture, qui a fait un discours qui, ma foi, peut être interprété comme un discours d'ouverture, qui a déjà pris des décisions sur le plan économique notamment qui sont des ruptures véritablement par rapport au passé, qui a un certain nombre de contacts, qui a une lourde responsabilité évidemment de tenir l'État congolais dans des circonstances difficiles. Il n'y a donc pas de raison de faire un procès d'intention. Le Premier ministre belge va promettre au président congolais d'augmenter l'aide humanitaire à son pays et sans donner encore de chiffres ni de calmer. 2 semaines plus tard, à Lusaka, en réponse aux ouvertures de Joseph Kabila, les belligérants qui se disputent le Congo se sont mis d'accord pour cesser les combats. Mais au Congo, l'histoire montre que les pires dérapages sont toujours possibles.